Pourriez-vous vivre sans Internet, sans rue ou même sans terre ferme? Cela semble fou, mais il y a des gens qui font cela dans des communautés incroyables à travers le monde. Oubliez votre quartier. Aujourd'hui, vous allez découvrir certains endroits dans le monde qui sont si extraordinaires, si hors du commun, que nous devions simplement leur dédier une vidéo entière. Alors, préparez-vous pour notre voyage à travers les 10 quartiers et communautés les plus uniques de la planète. Restez avec nous jusqu'à la fin, car la première place va vous faire exploser la tête avec son idée d'utopie. Si vous vous êtes déjà senti comme un poisson hors de l'eau dans votre ville, attendez de voir où ces gens ont décidé d'habiter. Laissez un j'aime et abonnez-vous à la chaîne. Et dites-moi dans les commentaires quel est le nom de votre ville. C'est parti. 10. Giethoorn, Pays-Bas. Giethoorn est un village charmant qui a gagné le surnom de Venise hollandaise en raison de son réseau de canaux qui le traverse. Fondé au XIIIe siècle par un groupe de colons méditerranéens fugitifs, le village a été construit à l'origine sur un terrain marécageux. Les colons ont découvert de grandes quantités de tourbe dans la zone et, avec le temps, l'ont extraite pour l'utiliser comme combustible. Ce terrain inondé a conduit au développement de ce quartier unique, où les habitants se sont adaptés à vivre avec et sur l'eau. Au total, il y a plus de 90 km de canaux qui serpentent à travers le village. Des bateaux traditionnels à fond plat, appelés punters, sont poussés avec un bâton ou utilisent des moteurs électriques silencieux, glissant sur l'eau et offrant une alternative beaucoup plus paisible aux véhicules motorisés. Vous pouvez louer ces bateaux pour explorer les canaux, passer sous les plus de 170 ponts en arc de bois et admirer les maisons aux toits de chaume qui bordent les rives. Certaines de ces maisons datent du XVIIIe siècle et c'est une communauté vraiment spéciale. Pour préserver son charme et son caractère, il existe des réglementations qui protègent l'architecture traditionnelle et la beauté du lieu. Les constructions et structures modernes sont strictement contrôlées et conçues pour s'harmoniser avec l'environnement. Le site fait également partie d'un parc national, une grande zone de marécage qui abrite une grande variété de plantes et d'animaux, incluant des loutres, des guifettes noires et des plantes rares comme la lentille d'eau. Il existe plusieurs musées que vous pouvez visiter, exposant une collection incroyable de minéraux et de pierres précieuses trouvées localement. C'est probablement l'un des villages les plus paisibles et relaxants au monde. Il n'est pas étonnant que les habitants fassent tout pour le préserver ainsi pour les générations futures. Si vous avez peur de conduire, c'est l'endroit parfait. Pas d'embouteillage, pas de klaxon, seulement la paix de ramer. Quelqu'un veut-il troquer l'essence contre une perche en bambou? 9. Damanhur, Italie. Damanhur est une communauté autosuffisante au pied des Alpes, dans le nord de l'Italie, et l'un des centres spirituels les plus non conventionnels au monde. Fondée en 1975, l'idée était qu'elle devienne une communauté intentionnelle avec de fortes valeurs de spiritualité, de créativité et de durabilité. Située dans la région du Piémont, près de la ville de Vico, elle est surtout célèbre pour ses temples souterrains de l'humanité, que les habitants locaux appellent la 8e merveille du monde. Le fondateur a eu la vision de créer une société basée sur les idées d'harmonie, de croissance spirituelle et de responsabilité environnementale. Au fil des ans, ce concept a grandi pour devenir une communauté de plusieurs centaines de personnes, connues sous le nom de Damanhuriens, qui vivent dans des noyaux ou petits établissements, dispersés dans la vallée. Ces habitants s'engagent dans un mode de vie où ils partagent les ressources, vivent ensemble et ont une connexion intime avec la nature. Les temples de l'humanité sont un complexe souterrain gigantesque, sculpté à la main dans la montagne. Le travail dans les temples a commencé secrètement à la fin des années 70 et a continué pendant plus d'une décennie avant que leur existence ne devienne publique. Ces chambres représentent différents thèmes spirituels comme la salle de la terre, la salle de l'eau et la salle des miroirs. Chacune a été conçue pour transmettre des principes universels et le potentiel humain. L'art et l'architecture ici s'inspirent d'innombrables influences, incluant les traditions spirituelles égyptiennes, celtes et orientales, et sont alignés avec des motifs célestes, réalisés avec une attention énorme aux détails. Cela démontre la croyance de la communauté dans l'unité de l'art, de la spiritualité et de la science. Les décisions sont prises collectivement, et la communauté encourage la participation active dans divers aspects de la vie quotidienne, de l'agriculture et l'éducation jusqu'aux projets d'énergie renouvelable et d'art. Le concept de réincarnation et l'idée que les individus contribuent à l'évolution collective de l'humanité sont au cœur de leur système de croyance. Aujourd'hui, cet endroit accueille des milliers de visiteurs chaque année, qui viennent pour expérimenter sa culture unique et explorer les temples de l'humanité, dans l'espoir d'apprendre d'eux et de ramener certaines de ces idées partout où ils vivent. Une 8e merveille du monde construite en secret? Cela ressemble à une société secrète qui sait faire de l'art. Quelqu'un d'autre a-t-il ressenti un air de mystère? 8. Gambier, Bénin.
Gamvier, parfois appelé la Venise de l'Afrique, est un village sur pilotis sur le lac Nokoué, au sud du Bénin. Avec un réseau complexe de voies navigables, des maisons construites sur des poteaux et des marchés flottants incroyables, Gamvier abrite environ 20 000 personnes, ce qui en fait l'un des plus grands villages lacustres au monde et un site du patrimoine mondial de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture. L'histoire remonte au XVIe et XVIIe siècle, quand le peuple Tofinu, qui a fondé le village, a cherché refuge contre les guerriers Fon du royaume de Dahomey. Le nom Gamvier signifie en réalité « nous avons survécu » dans la langue Tofinu, comme un rappel des origines du village et de son peuple. Les maisons, les écoles, les églises et même les restaurants sont construits sur des pilotis en bois, s'élevant au-dessus de l'eau. Des pirogues étroites en bois sont le principal moyen de transport, glissant entre les maisons et le long des voies navigables du village. La vie ici tourne autour du lac, la pêche étant la principale source de revenus. Les Tofinu ont développé leur propre technique de pêche unique, appelée akaja, où des clôtures sous-marines faites de branches créent un habitat artificiel pour attirer puis piéger les poissons. Le marché flottant est un point fort spécial de la vie du village et pour les visiteurs. Des femmes en tenue traditionnelle colorée rament dans leurs pirogues remplies de marchandises comme du poisson frais, des fruits, des légumes et des objets artisanaux. Ce marché soutient l'économie locale et est aussi un centre social où les habitants échangent des nouvelles et se connectent. Le vaudou joue un rôle important dans leur vie spirituelle, avec des cérémonies et des lieux sacrés dédiés à honorer leurs dieux et ancêtres. Les festivals combinent souvent des rituels traditionnels avec des célébrations communautaires, offrant un aperçu de leur riche héritage culturel. La ville, cependant, fait face à des défis croissants à l'époque moderne. Des changements environnementaux, comme la pollution, menacent l'écosystème délicat du lac, et la dépendance des personnes au lac pour l'eau, la nourriture et le transport rend cette question particulièrement problématique. Des efforts sont faits pour promouvoir une industrie du tourisme durable comme moyen de générer des revenus, tout en préservant la culture du village. Vivre sur l'eau, pêcher et faire ses courses en flottant. Si votre voisin est bruyant, il suffit de donner un petit coup de pouce à sa maison. C'est une blague, hein? 7. Manchiat Nasser, Le Caire, Égypte. Le Caire est, bien sûr, l'une des villes les plus historiquement importantes et connues au monde. Mais avec la majeure partie de l'attention portée sur les ruines antiques, il y a beaucoup plus dans ce lieu qui est souvent ignoré. Manchiat Nasser, par exemple, est un quartier unique à la périphérie du Caire, souvent appelé la Cité des chiffonniers. Il est connu pour avoir un rôle inhabituel dans le système de gestion des déchets du Caire et est le foyer des Abalines, une communauté de collecteurs de déchets informels qui ont transformé le recyclage des déchets en une industrie hautement organisée et efficace. Manchiat Nasser a commencé comme un centre de collecte de déchets au milieu du XXe siècle, quand des migrants ruraux de la Haute-Égypte ont commencé à s'installer dans la zone. Ces migrants, dont beaucoup étaient des chrétiens coptes, ont assumé le travail de collecte des déchets au Caire, une tâche que très peu d'autres voulaient faire. Avec le temps, ils ont développé un système sophistiqué qui traite aujourd'hui environ 80 à 90% des déchets du Caire, un chiffre très supérieur à celui de la plupart des systèmes officiels de gestion des déchets à travers le monde. En conséquence, les rues ici sont remplies de piles de déchets triés et non triés, ce qui a donné à la zone son nom informel. Cependant, sous la surface de ce qui ressemble à un endroit désorganisé, il existe un écosystème complexe de recyclage et de récupération de ressources. La communauté a développé des approches uniques pour la gestion des déchets. Par exemple, les femmes jouent un rôle dans la réutilisation de matériaux pour l'artisanat, comme des tapis et des sacs, qui sont vendus localement et internationalement. Plusieurs initiatives, incluant des partenariats avec des organisations internationales, ont introduit la technologie pour améliorer les méthodes de recyclage, comme la conversion de déchets organiques en biogaz pour cuisiner et générer de l'électricité. Bien qu'il occupe une place extrêmement importante dans la durabilité du Caire, il existe des difficultés. Les Abalènes n'ont pas de reconnaissance légale formelle, ce qui les rend vulnérables aux changements politiques et aux fluctuations économiques. Par exemple, l'introduction par le gouvernement d'entreprises étrangères de gestion des déchets au début des années 2000 a perturbé leurs opérations et a conduit à une réduction des revenus pour beaucoup de familles. Cette zone lutte également contre une infrastructure précaire, un accès limité à l'éducation et à la santé et une pauvreté généralisée. Cependant, le quartier continue de prospérer, trouvant de nouvelles façons de soutenir une industrie qui a donné au Caire l'un des systèmes de traitement des déchets les plus durables de la planète. Des déchets au luxe, ces gens savent vraiment transformer un problème en solution. Si votre voisin se plaint de vos poubelles, attendez qu'il connaisse la Cité des chiffonniers. 18 kilos de déchets à votre porte? Pour eux, c'est juste une journée de travail de plus. 6. Whittier, Alaska, États-Unis.
Whittier est une petite ville près des eaux du détroit de Prince William, avec un paysage incroyable, un arrangement de vie unique et une histoire intéressante. Ses 300 résidents expérimentent la nature, la communauté et l'isolement d'une façon véritablement singulière. La ville a commencé à exister durant la Seconde Guerre mondiale, quand les militaires des États-Unis ont cherché à développer un port stratégiquement protégé en Alaska. La localisation de Whittier, entourée par des montagnes escarpées et accessible seulement par mer ou par une unique route terrestre, en faisait un lieu idéal. Cela a conduit à la construction du tunnel mémorial Anton Anderson, un passage de 4 km de long à travers la montagne Maynard, qui reste la seule connexion terrestre avec la ville. Durant ces jours militaires, la ville était animée, avec des installations conçues pour abriter des milliers de troupes. Après le départ des militaires dans la décennie de 1960, elle s'est transformée en une ville civile, mais les vestiges de son passé demeurent dans son architecture et sa disposition. Le plus inhabituel à Whittier est que la majorité de ses habitants vivent dans un seul bâtiment appelé les Tours Begich, une ancienne caserne militaire de 14 étages, construite dans la décennie de 1950. Cette organisation, où des résidences, des bureaux, une école, un bureau de poste, un supermarché et même une église sont situés sous le même toit, a créé un fort sentiment de communauté. Bien que cela puisse paraître exigu, cette conception est intelligente pour les conditions climatiques extrêmes de Whittier, qui incluent des tempêtes de neige intenses, de la pluie fréquente et des vents puissants. Avec presque tout concentré dans ce seul bâtiment, les habitants peuvent réduire leur exposition aux éléments, spécialement durant les longs et rigoureux hivers. Il est commun de passer des jours, des semaines, voire des mois sans sortir à l'air libre. La ville reçoit plus de 5 mètres de pluie et plus de 6 mètres de neige chaque année, ce qui en fait l'un des endroits les plus humides des États-Unis. Ce climat a donné à la ville la réputation d'être perpétuellement couverte par la brume. Mais lors de ces jours de ciel dégagé, la beauté naturelle de la zone environnante est simplement époustouflante. Habitez dans un seul immeuble avec tous les voisins. Si vous n'aimez pas les voisins, cet endroit n'est pas pour vous. Mais pensez au côté positif. Aucune excuse pour être en retard au travail ou à l'école. 5. Büsingen am Ochrane, Allemagne. La plupart des communautés dans le monde vivent dans un lieu qui appartient à un pays et sont citoyens de ce pays. Mais il existe quelques exceptions à cela. Büsingen am Ochrane est un quartier particulièrement unique qui se trouve dans une ville allemande, une enclave entièrement entourée par la Suisse. Située le long du Rhin, dans la région du Bade-Württemberg, Büsingen est une anomalie dans la géographie européenne. Elle se trouve à une intersection d'identités, de lois et d'économies allemandes et suisses. Cette situation inhabituelle remonte à 1693 quand elle est devenue une partie du royaume de Württemberg. Au fil des ans, avec les changements de frontières, les territoires environnants ont été intégrés à la Suisse, laissant Büsingen comme un poste avancé allemand entouré par la terre suisse. Malgré les tentatives pour l'incorporer à la Suisse, incluant un référendum en 1919 où les habitants ont voté massivement pour l'annexion, la ville est restée sous contrôle allemand en raison des complexités politiques et historiques. Cet arrangement signifie que ce lieu est sujet à la loi allemande, mais en réalité, il fonctionne comme une partie de la Suisse. Par exemple, bien que la ville fasse partie de l'État allemand du Bade-Württemberg, elle fait également partie de la zone douanière de la Suisse. Le franc suisse est la monnaie principale utilisée là-bas, bien que l'euro soit également accepté. Le service postal suisse opère aux côtés de l'allemand, et la ville a des codes postaux allemands et suisses. Beaucoup d'habitants travaillent en Suisse et bénéficient de son économie plus forte et de ses salaires plus élevés. La position de la ville dans la zone douanière de la Suisse signifie que les biens et services suivent les réglementations suisses, facilitant un peu les interactions transfrontalières. Les écoles ici éduquent les enfants avec des programmes allemands et suisses. Le gouvernement local travaille en étroite collaboration avec les autorités suisses et même les équipes sportives jouent souvent dans des ligues suisses. La ville a une population d'un peu plus de 1400 personnes, dont beaucoup se décrivent comme allemands et suisses. Le festival annuel Rheinfall, par exemple, organisé en collaboration avec des villes suisses voisines, est un exemple de cet esprit de communauté transfrontalière qui est si central pour la vie ici à Büsingen. C'est un endroit fascinant à visiter, non seulement parce que c'est comme entrer dans un exemple de zone de coopération européenne, mais aussi pour son paysage incroyable. Située sur les rives du Rhin, cette ville est entourée par une beauté naturelle époustouflante, incluant des forêts, des collines vallonnées et les incroyables chutes du Rhin, qui sont la plus grande cascade d'Europe. Vivre en Allemagne, mais utiliser l'argent de la Suisse et jouer au football dans leur ligue. Cette ville a la double nationalité même dans les équipes. Qui a besoin de vacances quand sa maison est un terrain de jeu international? 4. Coober Pedy, Australie. Coober Pedy est une petite ville dans le sud de l'Australie qui est, certainement, l'une des communautés les plus inhabituelles au monde.
Aussi connue comme la capitale mondiale de l'opale, elle est célèbre pour son industrie minière d'opale et pour son style de vie souterrain. Le nom de la ville vient du terme aborigène Kupa Piti, qui se traduit par « homme dans le trou », en raison de l'histoire de la zone comme établissement minier. Les opales ont été découvertes pour la première fois là-bas en 1915 par un adolescent, ce qui a déclenché une ruée de mineurs qui ont emménagé là pour extraire ces pierres précieuses par eux-mêmes. Coober Pedy est maintenant la plus grande source mondiale d'opale et produit des pierres de haute qualité recherchées sur les marchés de joaillerie du monde entier. Mais ce n'était pas simplement une question d'aller là-bas et de trouver les opales gisant à la surface. Les personnes qui ont emménagé dans la région ont vite réalisé qu'elles auraient besoin de développer une nouvelle façon de vivre pour survivre à l'environnement. Le climat désertique ici, avec des températures d'été qui montent régulièrement à plus de 40 degrés Celsius, a signifié qu'ils ont commencé à vivre sous terre. La population de la ville, composée d'environ 2000 personnes, vit principalement dans des dugous, qui sont des maisons sculptées dans le grès tendre. Ces structures souterraines fournissent une isolation naturelle, gardant les intérieurs frais en été et chauds en hiver. Mais au-delà des simples maisons, Coober Pedy a des églises, des magasins, des musées et même un bar souterrain. L'église orthodoxe serbe, qui a été sculptée entièrement dans la roche, est un exemple incroyable de l'art qui peut y être vu. L'exploitation minière reste cruciale pour l'économie de Coober Pedy. Les visiteurs peuvent explorer les sites par le biais de visites guidées, apprenant le processus d'extraction des opales et les équipements utilisés, depuis les outils manuels basiques jusqu'aux machines plus avancées. Certaines mines permettent aux touristes de tenter leur chance au noodling, c'est-à-dire tamiser des piles de roches rejetées à la recherche d'opales. Les attractions proches incluent le désert peint, qui sont des formations rocheuses multicolores, et les breakaways, une collection de plateaux et de collines qui sont apparus dans plusieurs films. 40 degrés Celsius dehors, mais votre chambre est à 18 degrés. Vivre dans un trou n'a jamais semblé aussi chic et confortable. C'est le paradis pour ceux qui détestent les voisins bruyants. Après tout, le son ne voyage pas bien dans le grès. 3. Auroville, Inde. Auroville, dans l'état du Tamil Nadu, au sud de l'Inde, est une communauté expérimentale et l'un des exercices sociaux les plus intéressants au monde. Elle a été fondée en 1968 par Mira Alfassa, connue dans la ville comme la Mère, une leader spirituelle française et collaboratrice du philosophe indien Sri Aurobindo. Auroville a été planifiée pour être un lieu où des personnes du monde entier pourraient vivre en harmonie et laisser derrière elles les frontières traditionnelles nationales, religieuses et culturelles. Le nom Auroville se traduit par « la cité de l'aurore », et l'idée était que ce serait une cité universelle qui n'appartient à aucune nation individuelle, mais à l'humanité dans son ensemble. La Mère l'a décrite comme un lieu pour une expérience réelle de vie collective, où les gens pourraient travailler pour l'unité humaine et la réalisation de soi. La ville a été officialisée le 28 février 1968, quand des représentants de 124 pays se sont réunis pour verser de la terre de leur terre natale dans une urne, symbolisant les aspirations collectives de l'humanité. Aujourd'hui, Auroville englobe une zone d'environ 2023 hectares et est conçue autour d'un point central, un centre de méditation sphérique doré qui est le cœur spirituel de la communauté. Actuellement, la population est composée de plus de 3000 résidents de plus de 60 pays. La communauté est organisée en zones qui reflètent différents aspects de la vie, incluant la zone résidentielle, la zone industrielle, la zone culturelle et la ceinture verte. La ceinture verte, par exemple, est un lieu dédié à la régénération environnementale. Autrefois un paysage stérile et vide, elle a maintenant été transformée en une forêt prospère et une zone agricole. Auroville opère selon des principes qui vont à l'encontre de ce à quoi la plupart des gens sont habitués ailleurs. Elle n'a pas de politique ou de religion officielle, pas de gouvernement et pas de propriété privée. Au lieu de cela, les décisions sont prises collectivement par des discussions et un consensus, avec les résidents travaillant dans divers domaines, incluant l'éducation, l'agriculture, l'énergie renouvelable, les arts et la recherche, tout en contribuant à l'autosuffisance de la communauté. L'argent est évité autant que possible, les résidents recevant une allocation mensuelle d'entretien. Et les services comme l'alimentation, la santé et l'éducation sont subventionnés ou fournis gratuitement. Ayant démarré avec des objectifs optimistes, Auroville est devenu un endroit spécial. Bien sûr, il y a eu des problèmes pour équilibrer la vision d'une société utopique avec les réalités pratiques, comme le financement, la gouvernance et l'intégration avec les communautés voisines. Mais elle a travaillé en collaboration avec le gouvernement indien pour être autorisée à opérer sous une structure légale spéciale, ce qui signifie qu'elle est, dans presque tous les sens, une société autogérée qui peut suivre son propre chemin. Vivre dans une utopie, sans argent, sans politique, seulement le consensus et la paix.
Cela semble trop beau pour être vrai. Au moins ici, les discussions politiques de famille lors des fêtes doivent être bien plus courtes. 2. Marlot Park, Afrique du Sud. Marlot Park est un sanctuaire de vie sauvage et une ville de vacances dans la province de Mpumalanga, en Afrique du Sud, qui offre une opportunité rare pour les gens de vivre en plein milieu de la nature. Situé sur la frontière sud du parc national Kruger, Marlot Park est un site de conservation où les humains et la vie sauvage vivent dans un environnement sans les restrictions que vous trouveriez dans des réserves de chasse traditionnelles. Développé pour la première fois dans la décennie de 1970 comme une zone résidentielle et de vacances privées, le parc a été conçu pour préserver son environnement, tout en offrant un style de vie unique pour ses habitants. Il englobe une zone d'environ 3035 hectares de bushveld et abrite une large gamme de vie sauvage, incluant des girafes, des zèbres, des impalas, des phacochères et des koudous, qui errent librement entre les maisons et les chalets. La plus grande différence de ce parc par rapport à d'autres villes et réserves est son intégration avec l'environnement. Il n'y a pas de clôture pour séparer les propriétés de la brousse, ce qui signifie que la vie sauvage peut circuler par les zones résidentielles dès qu'elle le souhaite. Mais cela exige aussi beaucoup de responsabilité et de respect pour la nature, car les animaux sont sauvages et leur sécurité et leur bien-être sont primordiaux. La rivière Crocodile forme la frontière nord du parc, créant une division naturelle entre le sanctuaire et le parc national Kruger. Depuis des points d'observation le long de la rivière, les visiteurs peuvent souvent voir des éléphants, des lions, des hippopotames et des crocodiles de l'autre côté, ce qui en fait un lieu parfait pour l'observation du gibier, sans avoir besoin d'un véhicule de safari. Marlot Park est avant tout un sanctuaire pour les animaux, mais c'est aussi un sanctuaire pour les humains qui désirent une pause de la vie urbaine. Le décor de la zone, avec des acacias, des pâturages et des buissons épineux, offre un sentiment de calme et une connexion avec la nature. La ville n'a pas de lampadaire, ce qui signifie qu'il y a des vues éblouissantes du ciel nocturne. Et vous pouvez séjourner dans une variété de lieux, depuis des lodges dans la brousse jusqu'à des villas de luxe. Comme on pourrait s'y attendre, la majorité des habitants locaux sont passionnés par la conservation et travaillent pour protéger l'équilibre délicat entre les humains et la vie sauvage. C'est une situation compliquée qui ne peut pas être répliquée partout, car les interactions entre humains et vie sauvage doivent être soigneusement gérées pour éviter des dommages à quiconque. Nourrir la vie sauvage, par exemple, est découragé, car cela peut mener à la dépendance et altérer les comportements naturels. Et maintenant, c'est une région semi-aride qui fait face à des sécheresses et des pénuries d'eau, ce qui signifie qu'elle se concentre maintenant davantage sur des pratiques durables pour sa préservation. Se réveiller avec une girafe prenant son petit déjeuner dans votre jardin. Ce n'est pas un zoo, c'est la vraie vie. J'espère seulement qu'ils ont une règle de silence pour les lions au milieu de la nuit. 1. Santa Cruz del Islote, Colombie. De toutes les communautés insulaires du monde, Santa Cruz del Islote est certainement la plus unique. Située sur la côte de la Colombie, dans la mer des Caraïbes, c'est l'une des îles les plus densément peuplées au monde. Faisant partie de l'archipel de San Bernardo, elle n'est pas plus grande qu'un terrain de football, mais abrite environ 500 personnes. Selon les histoires locales, l'île a été habitée pour la première fois il y a environ 150 ans par des pêcheurs du continent, qui avaient besoin d'un endroit sûr pour se reposer et traiter leurs prises. Avec le temps, ces établissements temporaires ont évolué vers une communauté permanente, au fur et à mesure que les familles ont rejoint les pêcheurs. Avec sa taille limitée, d'approximativement 1 hectare, l'île n'a pas d'espace pour des routes ou des véhicules. Les maisons, peintes avec des couleurs vives, sont très proches les unes des autres, laissant seulement des sentiers étroits pour la circulation. La majorité des personnes qui vivent là sont encore des pêcheurs, et leur subsistance dépend des eaux environnantes. Poissons, homards et conques sont parmi les principales prises, fournissant nourriture et revenus pour les insulaires. Elle est loin d'être autosuffisante cependant, d'autant plus que l'île ne possède pas de source naturelle d'eau douce. L'eau potable est livrée par bateau à partir du continent. L'électricité est fournie par le biais de panneaux solaires et l'utilisation occasionnelle de générateurs, et beaucoup de maisons utilisent des systèmes de collecte d'eau de pluie pour compléter leurs approvisionnements en eau. Le tourisme est également devenu, ces derniers temps, une part de plus en plus importante de son économie locale. Les visiteurs viennent sur l'île pour expérimenter son charme unique et pour l'opportunité de voir un mode de vie si différent du leur. Même avec sa taille minuscule, Santa Cruz del Islote a une grande tradition culturelle. La musique, les danses et les célébrations sont centrales pour son identité, et les festivals réunissent les gens pour de grands événements tout au long de l'année. Mais la montée du niveau de la mer et l'érosion côtière menacent le futur de l'île, et il y a aussi des problèmes potentiels avec l'impact des déchets et de la surpêche. Sans un écosystème prospère dans l'eau, il n'y aura rien à pêcher et à vendre. Par conséquent, des efforts sont faits pour aborder ces questions.
comme des partenariats avec des organisations non gouvernementales et des initiatives gouvernementales pour promouvoir des pratiques durables, protéger les habitats marins et améliorer leurs conditions de vie. 500 personnes sur 1 hectare? J'espère que tout le monde s'entend bien, car il n'y a nulle part où s'enfuir lors d'une dispute de voisins. Lequel de ces endroits visiteriez-vous en premier? Et plus important encore, quel est l'endroit le plus inhabituel de votre ville? Dites-le nous dans les commentaires. Laissez un j'aime sur cette vidéo. Abonnez-vous à la chaîne pour ne pas perdre les prochains contenus et activez la petite cloche pour recevoir toutes les notifications. À plus tard!